Maintenant, nous accueillons Rémi Fromont, l'architecte en chef des monuments historiques. Bonjour à tous. Je suis très heureux, très ému de pouvoir vous présenter très rapidement, parce qu'on a déjà pris un peu de retard, le parti de restauration en fait, sur la cathédrale. Alors on l'a dit, ça c'est un travail d'équipe. Le patron du chantier, c'était côté architecte, c'était Philippe Villeneuve. C'est toujours d'ailleurs Philippe Villeneuve, l'architecte en chef qui est en charge de la cathédrale. Et Pascal Prunet et moi, qui sommes aussi architectes en chef des monuments historiques, on était là pour l'épauler, pour la sécurisation d'abord, et puis maintenant, jusqu'à maintenant, pour la restauration de la cathédrale. Alors, 15 avril 2019, Philippe Josse a déjà montré quelques photos. On a le drame que tout le monde connaît, si j'arrive à passer. Voilà. La charpente, en fait, disparaît complètement en quelques heures. C'est assez simple, hein, le diagnostic. Il n'y a plus rien. La question du remploi des bois, par exemple, est réglée tout de suite. C'est impossible. Les bois sont complètement calcinés, comme vous le voyez là. Et se pose la question, très rapidement, de qu'est-ce qu'on va faire pour redonner un toit à Notre-Dame de Paris. Alors, on a fait un truc assez simple, hein, c'est un arbre des possibles, avec 3 grandes familles. La première famille, c'était de dire on conserve la lacune. C'est-à-dire, c'est un peu comme ont fait les Américains au Ground Zero, au World Trade Center. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse le vide pour commémorer le fait que la cathédrale a été définitivement blessée. On a considéré que ça n'avait pas beaucoup de sens pour plusieurs raisons. D'abord, la cathédrale est vouée au culte. C'est son usage premier. Elle a été construite pour ça. Le culte a fonctionné de manière quasiment ininterrompue, sauf pendant une courte période à la Révolution depuis 1163. Donc ça fait longtemps. Donc elle devait être fonctionnelle, donc elle devait avoir un toit. On n'avait rien à commémorer, si ce n'est un incendie dont on ne sait toujours pas trop aujourd'hui d'où il est parti. Donc préserver les lacunes ne faisait pas trop de sens. On avait la possibilité aussi de reconstruire du coup quelque chose, soit un élément contemporain, soit un élément à l'identique. L'idée de reconstruire une flèche a très vite fait consensus, parce que Édouard Philippe, très peu de temps après l'incendie, a même lancé l'idée d'un concours international qui finalement ne verra pas le jour. Parce qu'en fait, la flèche Notre-Dame de Paris, on l'a vu dans le documentaire précédemment, on le voit dans les discussions qu'on peut avoir, la flèche de Notre-Dame, c'est un vrai symbole. C'est un des symboles parisiens, ça marque le skyline parisien, on la voit très très loin, et ça participe de toute la composition de la cathédrale. Voilà. Il y a toujours une flèche à Notre-Dame de Paris, depuis le XIIIe siècle, et Viollet-le-Duc, parce que c'est un projet de Viollet-le-Duc, la flèche qu'on voit aujourd'hui. Viollet-le-Duc a donné une flèche parfaite en fait, à la cathédrale. Parfaite dans le sens où elle est parfaitement bien conçue, elle est parfaitement bien exécutée par l'entreprise Bellu à l'époque, elle est parfaitement bien en adéquation avec la cathédrale. C'est-à-dire que Viollet-le-Duc, technologiquement, c'est une flèche du 19e, mais formellement, c'est une flèche médiévale. Et donc, si vous ne savez pas que c'est une flèche du 19e, de l'extérieur, c'est impossible de savoir que la flèche n'est pas liée à la cathédrale, historiquement. On a eu plein de raisons, en fait, pour faire une flèche, une charpente à identique. Philippe Josse en a parlé un petit peu avant. La raison principale, c'est l'unicité du projet et l'unicité de la cathédrale. On a constaté que la cathédrale aujourd'hui, telle qu'on la connaît ou telle qu'on la connaissait avant l'incendie, c'était une œuvre qui certes était une œuvre gothique, mais qui avait été absolument révélée, restaurée au sens premier du terme, par la restauration justement de Lassus et Viollet-le-Duc entre 1843 et 1863. Si on n'a pas cette restauration du 19e, Notre-Dame a une image totalement différente. Elle n'a pas de flèche, elle a des couvertures qui n'ont pas du tout la même tête, elle n'a pas les mêmes tours, elle n'a pas les mêmes décors. Donc aujourd'hui, l'image qu'on a de Notre-Dame est profondément liée à cette restauration. Et donc ne pas retrouver l'aspect de la restauration, c'était nécessairement modifier l'aspect patrimonial de la cathédrale. C'était aussi en modifier quelque part l'authenticité. C'est une valeur qui pour nous est extrêmement importante, une notion extrêmement importante, de dire que la cathédrale a une authenticité qui est très forte. La matière historique du XIIIe, elle est là partout.
Il y a du 19e qui s'est rajouté et qui s'est greffé parfaitement sur le 13e siècle. C'est très difficile aujourd'hui de faire la différence entre le 19e et le 13e. Et donc, on a un édifice qui est d'une extraordinaire homogénéité. Et la cathédrale est connue pour ça. Et donc, la restauration identique permettait aussi de conserver cette homogénéité. Très rapidement, il y a aussi une question technique. C'est-à-dire qu'on a un retour d'expérience pour les charpentes de la nef et du chœur de 850 ans sur les charpentes et sur leur relation au monument. Pour la flèche, on avait un retour d'expérience de 160 ans. Et c'est ces deux éléments-là qui nous ont fait aussi dire qu'on pouvait reconstruire à l'identique puisque ça ne posait pas de problème pour la cathédrale. Reconstruire quelque chose de différent, il aurait fallu tout justifier. Les ouvrages neufs, ça on l'a fait, on va en parler longuement aujourd'hui pour les différentes charpentes, mais aussi le rapport du neuf aux existants. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui, sincèrement. On ne sait quasiment pas le faire. Je donne toujours un exemple, c'est que quelques semaines après l'incendie, on a eu une tribune de chercheurs dans le monde qui nous ont annoncé que la cathédrale risquait de s'effondrer s'il y avait plus de 80 km/h de vent. Chercheurs en structure qui avaient fait une étude très complète sur la cathédrale, etc. Alors on avait été juste après l'incendie, on avait une centaine de capteurs sur la cathédrale et quelques jours après, on a eu une tempête à plus de 100 km/h. Les anémomètres se sont mis en défaut à 110. Donc c'est-à-dire que s'il a fait plus que 110 km/h, la cathédrale n'a pas bougé d'un millimètre. Voilà. Donc, on aurait passé des mois, des années à se poser la question de est-ce que ça tient et surtout pourquoi ça tient et comment ça tient. Parce qu'il y a tellement de paramètres, en fait, on ne sait pas le décrire. Donc dire qu'on fait la même chose, on constate juste que ça a très bien marché pendant 800 ans, ça marchera très bien pendant 800 ans après, quoi. Voilà. Si on ne change pas les paramètres de base, en fait, il n'y a pas de problème. Donc dans les parties de restauration des charpentes, que ce soit pour la flèche, les transepts qui sont techniquement très différents de la nef et du chœur, on a eu cette logique d'être absolument identique à ce qui se passait avant. Il y a aussi évidemment les questions patrimoniales, et là je vais en parler après, d'authenticité et de conservation évidemment des savoir-faire et des valeurs techniques. Voilà, donc le projet c'est assez simple, hein, c'est tout ce qui est en rouge et c'est tout ce qui a été détruit par l'incendie. C'est 100% des couvertures, c'est un petit morceau du beffroi nord, on va en parler. Et puis c'est quelques éléments, des grandes portions de voûtes qui ont été effondrées, non pas à cause de l'incendie, mais à cause de la chute d'éléments sur les voûtes, d'éléments lourds. Les voûtes, c'est un élément coupe-feu qui est très efficace. Voilà. Alors, évidemment, Philippe Jost en a parlé, on ne peut pas restaurer en bois ou reconstruire en bois sans se poser la question de l'incendie. Le bois, je ne vous l'apprends pas, ça brûle. Et ça peut présenter des risques très importants. Des charpentes de type Notre-Dame, si jamais le feu part, c'est en quelques minutes que ça devient immaîtrisable. On l'a vu le soir du 15 avril. Donc il y a eu un travail colossal qui a été fait pour améliorer le système de sécurité incendie qui était déjà extrêmement performant avant l'incendie. Et notamment, effectivement, Philippe Jost en a parlé, la brumisation. Donc en fait, c'est un système de défense actif contre l'incendie qui étouffe le feu dès sa naissance. Alors, on est au Forum Bois Construction, donc on va parler un petit peu de pourquoi construire particulièrement en bois. Alors évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a un retour d'expérience colossal sur le bois. Depuis que l'homme habite quelque part, en dehors des cavernes, il a construit en bois. Il y a une durabilité naturelle, notamment du chêne, qui est très forte. On n'a pas besoin de traiter. D'ailleurs, pour la nef et le chœur, par exemple, on n'a pas fait de traitement. Le chêne, ça fonctionne tout seul, sans rien. On a une vraie facilité d'emploi du chêne, ou du bois. C'est-à-dire qu'avec des techniques, des technologies très basiques, en fait, on sait travailler. On n'a pas besoin de technicité élevée pour pouvoir entretenir, restaurer ou reconstruire ces charpentes. Il y a une réparabilité qui est extrêmement forte. Et là, en fait, on commence à parler un peu de développement durable. On a une réparabilité qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que la réparation que vous avez là, elle date du XIVe siècle. Donc ça veut dire qu'avec très peu de moyens, on est capable de restaurer en sous-œuvre une charpente de 12 mètres de portée. Et donc ça, c'est aussi un élément qui pour nous est fondamental. C'est-à-dire que, comme ça a été évoqué par Philippe Jost tout à l'heure, du bois, on espère qu'on en aura toujours en France. Parce que si on en a plus, je pense qu'il n'y a plus grand monde pour aller se plaindre. Le métal, c'est extrêmement compliqué à restaurer et c'est une durabilité qui est beaucoup plus faible que le bois si les conditions de conservation du bois sont réunies, notamment la ventilation. Il y a évidemment des qualités techniques de ces charpentes. Si elles ont tenu
sans problème pendant 800 ans, c'est qu'elles étaient parfaitement bien conçues. Alors, on dit que les charpentes du chœur sont un peu moins bien conçues que les charpentes de la nef. Effectivement, les charpentes du chœur ont posé problème au bout de 250 ans. Voilà. Il y a eu quelques petites ruptures avec des restaurations au XVIIe, XVIIIe. Donc oui, effectivement, on a une garantie tricentenaire, voilà, sur des charpentes mal conçues. Voilà. J'aimerais bien pouvoir en dire autant de tout ce que j'ai pu voir ici aujourd'hui. Voilà. Donc on a un retour d'expérience sur une qualité technique de ces charpentes qui est extraordinaire. On a évidemment les qualités esthétiques, alors là c'est personnel, mais je trouve ça beau. Voilà, évidemment, c'est des espaces extraordinaires, les charpentes gothiques. Et on a, alors c'est un peu l'inventaire à l'après-vert, on a une utilisation optimale de la matière qui est liée à la conception même de la charpente. C'est-à-dire qu'on utilise des grumes qui sont équarries à minima, au moins au XIIIe, qui sont équarries à minima pour d'abord qu'il y ait moins de travail, c'est que du travail manuel, donc c'est très long au XIIIe siècle, très fastidieux. Et on équarrit à minima et on réemploie toute la matière, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, les clapes, les copeaux, etc., c'est parti après, soit en paillage, soit dans les chaufferies communales. Alors, Claire en a parlé avec brio à l'instant. On a évidemment un matériau naturel qui est là, et c'est un matériau qui est abondant en France. On n'a pas déforesté la France pour construire Notre-Dame de Paris. L'ensemble des chaînes, c'est environ 2000 chaînes à Notre-Dame, 2500 chaînes pour l'ensemble des charpentes. Si vous connaissez le projet de l'Hermione, c'est 2 Hermiones. Voilà. Louis XIV construit 180 Hermiones. Voilà. Donc en fait, c'est pas grand-chose. Et on a plus de forêts aujourd'hui que sous Louis XIV. On a aussi tenu à construire en bois pour respecter la valeur technique des ouvrages. Il se passe un truc historiquement à Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle. C'est la naissance pour moi des grandes charpentes gothiques sur les cathédrales, c'est à Paris, à Notre-Dame de Paris. Et donc on s'est attaché, dès les études de conception côté architecte, et on a beaucoup discuté avec l'entreprise aussi là-dessus, à respecter la valeur technique des ouvrages, et que les charpentes gothiques qu'on a restituées, elles sont construites bois sur bois, avec des chevilles chêne sur des bois de chêne. Exactement comme au XIIIe, il n'y a pas une pièce de métal dans ces charpentes. Quand un ingénieur, on va beaucoup en parler, vous dit « ça ne tient pas », c'est pas vrai, ça a tenu. Donc c'est que le modèle n'est pas bon, et pas l'inverse. Donc un assemblage comme ça, que moi que j'aime beaucoup, c'est tout simple. Vous mettez 2 vis SFS, et puis c'est plié, c'est justifié. C'est plus réparable, ça rouille, parce que les tanins, c'est atroce pour le métal, ça se corrode, et puis vous empêchez l'assemblage de pouvoir bouger, donc ça veut dire que si jamais il y a un mouvement de la charpente, vous pétez le bois, vous ne pétez pas l'assemblage. Là, avec un simple ergot, en fait, on justifie, on élargit un peu le tenon, on met un ergot, et on justifie aussi l'assemblage. Non seulement on maintient le savoir-faire technique des charpentiers, mais en plus on maintient la qualité technique de la charpente. Si elle a tenu aussi bien la charpente, c'est grâce à des petits trucs comme ça. La technicité est très différente sur la flèche, on va en parler longuement, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et on a respecté aussi toute la technicité de la flèche. On a des écrits de Villers-le-Duc et des documents de Bellu qui décrivent extrêmement bien ces ouvrages. Et on a respecté tout le schéma statique, fonctionnel, notamment de la flèche, parce qu'on sait que ça fonctionne très très bien, et donc on s'est attaché à ne surtout pas perturber les équilibres qui existaient avant. Voilà, alors il y a la valeur technique, donc notamment l'écarissage manuel, on va peut-être en parler un petit peu après. L'écarissage manuel, ce n'est pas une lubie. Pour des bois très longs, très fins, des charpentes du type XIIIe siècle, c'est adapté au type de charpente. C'est-à-dire que la forme de la charpente est liée au type de bois qu'on a, au type d'outils dont on dispose, et c'est les deux en même temps qui font qu'on produit une forme. Et la forme de la charpente, en fait, elle est liée à cette petite hache qu'on appelle la doloire. Et son vieillissement parfait, il est lié à cette petite hache qu'on appelle la doloire. C'est parce qu'on équarrit manuellement qu'on peut faire après des bossages, des bois un petit peu tors, etc. Et que ça fonctionne très bien et que ça sèche très bien parce qu'en fait, on arrive à suivre le fil du bois et à suivre ces légères déformations. Et donc, quand ça sèche, le bois, en fait, il va sécher de manière très homogène sans se déformer. Et l'écarissage manuel, il permet ça. Voilà. Alors, évidemment, en plus, c'est beau. Et à nouveau, ça permet de conserver les savoir-faire, évidemment des charpentiers, mais aussi des taillandiers. On en reparlera un petit peu après. Parce que sans les taillandiers, les taillandiers, c'est ceux qui font les outils tranchants, les haches. Sans les taillandiers, eh ben, on ne peut pas faire les haches. Sans les haches, on ne peut pas restaurer Notre-Dame de Paris. Technologie différente pour la flèche. Boissier, au 19e, ils étaient sciés. Ils sont plus gros, les problématiques sont un petit peu différentes. On acier les bois aussi, mécaniquement.
Je terminerai rapidement en disant que tout ce travail, il a été fait très en amont par toute une équipe, architectes, ingénieurs, architectes charpentiers, il y en a un juste devant moi. Et je tiens notamment à saluer justement leur travail. Je pense à chez nous, alors Mathilde Danin qui devait intervenir aujourd'hui mais qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous, François Auger qui est dans la salle et Frédéric Martorello qui ont fait un travail colossal de descriptif, les marchés de travaux. C'est ça qui a permis de définir aussi, y compris les outils et les méthodes qu'on allait utiliser pour toute la construction de la charpente. On allait extrêmement loin dans la définition des objets. On a, côté architecte, défini très tôt et en quelques semaines tout le débit de la flèche. Donc ça, on a traumatisé l'ONF avec ça. Et on a défini aussi un cahier des charges sur la qualité des bois, parce que je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais la qualité des bois est absolument fondamentale dans le vieillissement de ce type d'ouvrage. Là, on a vu sur le film, il y a certains bois, effectivement, vous en avez pris en réserve, et heureusement, parce qu'il y a des bois qu'on n'a pas pris, notamment parce qu'ils étaient très beaux, ils étaient tors. Et on savait qu'en ayant des bois tors, ils allaient se tordre encore plus et se vriller encore plus au séchage, et que ça allait faire exploser tous les assemblages. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a eu des bois, pour en parler un petit peu jargon, de qualité QPA, donc on est vraiment dans le haut du panier, sans nœud, droit de fil, quasiment sans flash, et c'était assez difficile effectivement de les obtenir. Mais c'est des bois qui sont sensiblement équivalents à ceux qu'on avait avant l'incendie. On est un peu meilleur. Voilà. On est un peu meilleur, pourquoi? Parce qu'on avait trouvé des problèmes pathologiques sur les charpentes qui étaient liés justement à des mauvais choix de bois. Voilà. Voilà, je voulais terminer sur un tout petit peu de technique parce que je crois que c'est le moment de passer la main aux compagnons en entreprise. Et je suis hyper ému de vous revoir tous aujourd'hui. Voilà, je suis désolé, c'est un peu perso, mais ça me fait très plaisir. Merci. Merci Rémi.